Voilà. Alors merci Chiu Xiaolong de nous avoir rejoints. Merci beaucoup. Alors, quelques mots simplement donc, pour dire qu'on a le plaisir d'accueillir donc, un écrivain célèbre qui donc ouvre cette nouvelle saison des rencontres. Il faut, si vous avez des amis qui n'ont pas pu venir ce soir, ils peuvent encore rencontrer l'écrivain, donc puisqu'il participe à la 19e édition de Lire en poche. Il vient d'ailleurs de faire une première rencontre à l'IUT, mais il sera demain au café littéraire de Lire en poche avec des lycéens à 15h, et il y aura une rencontre samedi matin à 10h30 dans la grande salle du Théâtre des 4 Saisons de Gradignan qui s'appelle Un autre regard sur la Chine. Voilà. Alors, ça vous va? Je peux continuer? Comme si j'étais... Très bien, voilà. Donc c'est très pratique pour moi parce que donc, je peux parler en continu sans m'interrompre et la traduction est faite instantanément. Alors donc, Chiu Xiaolong, vous êtes né à Shanghai en 1953, la ville la plus ouverte de la Chine, ville-univers. Vous y êtes retourné souvent pour retremper votre plume d'écrivain. Mais depuis 35 ans, donc vous vivez aux États-Unis, très exactement à Saint-Louis. Alors c'est pas tout de Saint-Louis dans le Missouri. Le Missouri, c'est l'État où est né T.S. Eliot, l'écrivain T.S. Eliot, poète, dramaturge américain naturalisé britannique, qui est un des écrivains préférés de notre invité. T.S. Eliot, d'ailleurs, je le dis aujourd'hui, puisque aujourd'hui le prix Nobel de littérature a été décerné à un dramaturge norvégien. T.S. Eliot lui-même avait reçu le prix Nobel en 1948. Voilà. En ce qui concerne donc notre invité, il a pris la nationalité américaine il y a déjà de nombreuses années et il écrit désormais ses romans policiers. Il les écrit en anglais, non pas parce qu'il a oublié le chinois, mais parce que il a eu maille à partir avec la censure chinoise et donc il n'a pas très bien supporté que ces romans soient caviardés, soient un peu légèrement transformés par la censure chinoise pour être politiquement correct. Et donc, il a décidé à partir de ce moment-là qu'il allait écrire en anglais. Son parcours, on va y venir très vite avec les étudiants, son parcours vraiment résume un peu l'histoire de la Chine depuis Mao, puisque il a presque 70 ans, donc il est assez âgé pour avoir connu l'époque maoïste. Son père était directeur d'une usine, ce qui sous Mao n'était pas très bien vu, surtout pendant la révolution culturelle. Son père a été destitué. On a demandé à son père de faire son autocritique, et c'est d'ailleurs son propre fils, qui avait été amené à rédiger l'autocritique de son père. Vous imaginez un peu la violence de la situation. Alors, lui-même a été ensuite privé d'éducation, non pas envoyé à la campagne comme beaucoup d'enfants de son âge à l'époque, mais en tout cas privé d'éducation. Et par un petit miracle, il a pu, par une rencontre, apprendre l'anglais. Voilà, et ça a été pour lui une grande ouverture. Ultérieurement, donc, il a pu décrocher une bourse pour partir aux États-Unis pour étudier l'œuvre de T.S. Eliot dont je viens de vous parler. Sur ces entrefaites s'est produite la révolution étudiante de Tiananmen en 1989. Révolution dont vous savez qu'elle a été écrasée par les tanks le 4 juin 1989. Donc, de ce jour-là, évidemment, il a été très difficile à Chiu Xiaolong d'envisager de rentrer en Chine, d'autant plus qu'il avait été repéré en ayant apporté à des étudiants chinois de l'aide, une aide matérielle. Alors, son œuvre, on va en parler. Donc, il est l'auteur d'une quinzaine de romans, essentiellement des romans policiers, ce qui n'était pas son objectif au départ. Mais disons qu'il explique dans les nombreuses interviews qu'il a données qu'un personnage, un policier, un enquêteur, au fond, c'est un très bon point de vue pour décrire, ausculter la réalité chinoise. Et c'est exactement ce que fait l'inspecteur Chen Cao,
qui, par ailleurs, est un petit peu une sorte de double littéraire, mais je crois que donc l'auteur va s'en expliquer tout à l'heure. Donc ces policiers ont des noms ont des titres en français tout à fait suggestifs. Le dernier s'appelle Amour, meurtre et pandémie, était rédigé après l'épidémie de Covid. J'ai retenu en 2019 Chine retient ton souffle. En 2014, Dragon bleu, tigre blanc, un roman très inspiré par l'histoire extraordinaire de Bocilai, donc ce prince rouge qui était un rival de Xi Jinping et que l'auteur a bien connu lorsqu'il était jeune. En 2012, Cyber China, on sait le rôle de la surveillance dans la société totalitaire, donc édifiée par les successeurs de Mao et par Mao lui-même. 2008, La danseuse de Mao. 2007, De soi et de sang. Et puis celui qui a été peut-être le premier de ces romans, Mort d'une héroïne rouge. Voilà. Alors les thèmes, on va les envisager maintenant. Les thèmes de ces romans, ce sont tous les bouleversements de la Chine intervenus depuis 1989, c'est-à-dire le passage de la société maoïste et communiste à une société capitaliste, mais où le contrôle social et politique est resté quasi absolu, avec un parti unique qui le reste, et mais dans un cadre qui est devenu profondément matérialiste. Et c'est de cela, du matérialisme, de la corruption, du bouleversement de tous les vieux équilibres chinois qu'il est question dans ces différents romans. Voilà, donc ce qui induit chez l'inspecteur Chen un certain désabusement, parfois ironique, parfois pas, mais ce qui est intéressant quand même, c'est qu'il ne perd jamais son excellent coup de fourchette, et l'on sait que la ville de Shanghai est une des villes de grande gastronomie en Chine. Ce n'est pas Éric Meyer, notre ancien correspondant à Pékin, ici présent et que je salue, qui nous dira le contraire. Voilà. Alors donc, on va tout de suite passer aux questions. Donc les étudiants, donc la première équipe étudiante est là. Donc je donne la parole à Laura et à Aurélia pour un certain nombre de questions concernant le parcours de Qiu Qiaolong. À vous les étudiantes. Bonjour monsieur. Notre première question, c'est quelle image gardez-vous de la Chine de votre enfance? Est-ce que cette enfance vous a impacté dans votre choix de devenir écrivain? Yes, I'd like to say so. You have done a wonderful introduction, comprehensive, thank you. So I think I mentioned, somewhere else, maybe just today, one particular event in my childhood really influenced my writing in later years. My father was a small business owner before 1949. And under Chairman Mao's class struggle theory, he was bad. He was black. He had to be punished. So as his son, I also have to be prejudiced. Now, you want to say something? Pardon, excusez-moi. Oui, alors, oui, effectivement, j'aimerais dire effectivement, ça m'a impacté, mon enfance. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour votre formidable présentation qui a vraiment été très complète. Et oui, donc j'aimerais vous dire, voilà, ça m'a effectivement impacté mon enfance par rapport à mon position d'écrivain. Et je me souviens surtout d'un événement en particulier pendant mon enfance qui m'a vraiment influencé plus tard en tant qu'écrivain. Il faut savoir que mon père avait une petite entreprise en 1949. Et il faut savoir qu'il y avait également la lutte des classes qui avait lieu à ce moment-là. Et il a dû être puni par rapport à cela. Et moi, forcément, en étant son fils, j'ai été impactée et touchée par cet événement. Yeah, so I was called a black puppy. So that's a very bad term, right? And it's collective way. People in similar situation are all called black puppies. And then, during the Cultural Revolution, my father had to stay in the hospital for eye surgery.
and he was blindfolded. But even so, he had to write guilty plea every day. Like, I'm guilty, I deserve to be killed, things like that. But his guilty plea had never been passed by the Red Guards in the hospital. They always say, no, you're not good enough. You did not realize your crime deep enough. So finally, I was called into hospital to write the guilty plea for him. Okay. Donc, en étant son fils, en fait, on m'appelait un black puppy, c'est-à-dire un chiot noir ou un mouton noir, on dirait plutôt en français. Tous les enfants de personnes qui étaient traités comme mon père se faisaient appeler des black puppies, donc le mouton noir, le chien noir. Et pendant la révolution culturelle, mon père a dû aller à l'hôpital pour des raisons chirurgicales, il a dû subir une intervention. Et là-bas, en fait, on lui a bandé les yeux. On lui a demandé en fait d'écrire son autocritique, en fait, de dire voilà, je suis une mauvaise personne. On doit me tuer, etc. Mais son autocritique, selon les gardes rouges, ça ne suffisait pas, parce qu'il écrivait, il ne réalisait pas suffisamment sa culpabilité. Donc du coup, c'est moi qui en ai appelé pour écrire cette autocritique, comme on le disait tout à l'heure. Now, as a black kid or black puppy, I did not have, confidence in myself. But that day, when in the hospital, I wrote the guilty plea for my father. The Red Guard let me pass just for one time. I don't know why, but they did let me pass. And somehow I came to think subconsciously, I must be good with something, right? At least with my writing. So it's more than possible. That influenced my later choice to be a writer. Because at that time I thought that might be the only thing I was good. Donc en étant forcément un chien noir, j'avais aucune confiance en moi. Et c'est vrai qu'à l'hôpital, j'ai donc écrit cette autocritique. Et là, les gardes m'ont laissé passer pour écrire cette autocritique. Je me suis même posé la question, je ne comprenais pas pourquoi ils me laissaient passer. Et je l'ai écrit, elle est passée, et je me suis dit, mais je dois être bon à quelque chose, au moins je dois être bon à l'écriture. Donc je pense que du coup, cet événement a dû quelque part influencer mon avenir plus tard en décidant de devenir écrivain. Donc, cette expérience-là a donc vraiment impacté votre choix de devenir écrivain, mais de quelle manière votre statut de black puppy, donc de chien noir. De chien noir, exactement, a-t-il aussi impacté vos possibilités de carrière par la suite? Yes. As a black puppy those years, I was not supposed to get any good school. Like I could not go to the first class college in China. And at that time, all the colleges were closed in China anyway during Cultural Revolution. And later on, I could not even get a good job in China. So I just want to do things I think I can do a little better, right, for myself and a little bit than some other young people at that time. So that's why I purposely choose. But that's after Cultural Revolution. The college was restored, and I could choose in a limited way what I want to be like. So I choose to be a writer. Donc oui, c'est vrai que en tant que chien noir, eh bien, j'ai
je ne pouvais pas du tout envisager avoir une bonne éducation, aller dans un bon établissement, avoir une bonne école. De toute façon, il faut savoir que pendant la Révolution culturelle, tous les établissements d'enseignement étaient fermés. Même par ailleurs, plus tard, ça signifiait que je ne pouvais pas envisager au niveau de ma carrière professionnelle d'avoir une bonne profession. Et je me suis dit, mais je pense que je peux faire mieux pour moi-même. Et délibérément, je me suis quand même accrochée à cette idée que je deviendrais écrivain. Et c'est ce que j'ai choisi de devenir. Et puis, il faut savoir ensuite qu'après la révolution culturelle, les établissements d'enseignement, universités, etc., ont pu réouvrir. Donc voilà, ça a impacté. Yeah, it was a very humiliating and a traumatic experience in my younger days. And that really made me think hard about, what I could possibly do. So in one sense, you can say it's like a compensation for what I cannot do. Imagination of what I cannot do. So, well, maybe at least I can do this for myself. Il faut savoir qu'évidemment, ça a été une expérience très humiliante, extrêmement traumatisante. Ça m'a fait réfléchir vraiment de façon importante par rapport à ce que je pouvais faire. Et quelque part, ça a été une forme de compensation par rapport aux choses que je n'étais pas capable de faire. Voilà. Et nous connaissons l'importance que l'anglais a eu dans votre vie. Est-ce que apprendre l'anglais c'est bien vu à l'époque? Et Apprendre l'anglais. Vous avez même consacré votre thèse à l'auteur américain T.S. Eliot. Pourquoi l'anglais et pourquoi cet auteur? Okay. Just now my friend mentioned a Chinese phrase, 阴错阳差. It just means coincidence of the mistaken coincidence of yin and yang, right? Quelques personnes opinent du chef parce qu'ils comprennent bien ces expressions chinoises. Hein. Ça veut dire le yin est absent et le yang est faux. Ça veut dire que tout va mal. Le yin est absent et le yang est faux. Yeah, so, and it's also for the same reason I thought I could not be a writer. Without any training, without any skill. And so I decided to learn something. Now, those years, the school closed down. So the only subject I could learn by myself was English. I don't need go to school every day, but with a good English textbook, I can do that. So back to the question of T.S. Eliot, why and how he's important to me. It's also because, the childhood experience. In my childhood, poetry in China was just rhymed political slogans. You just say, how great, Chen Ma, something like that, okay? But while I learned English by myself, I happened to come across Eliot poems. So it's totally different, a new way for me to think, poetry could be written like that, right? It does not have to be involved in politics, and it could be impersonal, and it can go through craftsmanship. So it's like a new horizon for me writing poetry. Alors, voilà. Eh bien, c'est un peu pour les mêmes raisons. Voilà, comme je ne pouvais pas être écrivain sans avoir une formation.
Oui, j'ai décidé donc qu'il fallait que j'apprenne quelque chose. Et il faut savoir donc que, comme je le disais, hein, les instituts d'enseignement, enfin les écoles étaient fermées. Et l'anglais, c'était la seule matière auquel j'avais accès, que je pouvais apprendre par moi-même. Donc je pense qu'avec un bon livre d'anglais, et d'apprentissage de l'anglais, je pouvais effectivement l'apprendre par moi-même en autodidacte. Pourquoi j'ai choisi T.S. Eliot? Pourquoi T.S. Eliot était si important pour moi? Eh bien, encore là, c'est suite à une expérience de l'enfance, puisque en Chine, la poésie, en fait, ça se résumait à des slogans politiques pour dire à combien le régime était formidable ou Mao était formidable, donc des slogans politiques. Et moi, j'ai appris, donc, comme je le disais, l'anglais par moi-même, et j'ai pu aussi découvrir la poésie par l'anglais, à travers une différente façon de parler, d'aborder les choses, une poésie qui s'avérait différente, qui n'avait pas forcément une connotation politique. Et là, c'était comme une forme d'un artisanat quelque part, qui se créait devant moi, et un nouvel horizon qui était en train de se dessiner devant moi également. Juste une précision sur la découverte de l'anglais. Je crois qu'il a dit qu'il avait vu une personne qui lisait de l'anglais sur un banc quelque part à Shanghai et qu'il avait été intéressé par une scène de rue, quelqu'un lisant de l'anglais. Yes. I study English by myself in the park. In the park. And I saw a young girl reading book on a bench, on one park bench. So I thought, what a poetic picture, right? This young girl, quite pretty, I have to say, must be reading poetry. Was she reading T.S. Eliot? No. Actually, it turned out she was reading a book about how to make money. Ah, I see. It's kind of a shock to me, right? But maybe I was very naive myself. I was very bookish in my way. So, but it's really give me a deep impression. It's always symbolic to me, young girl reading, poetry on a green park bench. Romantic. Elle ne lisait pas de poésie, elle lisait Le capitalisme pour les nuls. Hein. Oui, alors oui, effectivement, ça m'a marqué. En fait, il faut savoir que l'anglais, quand j'apprenais l'anglais, c'était dans un parc, en fait, dans un environnement vert. Et j'ai vu cette très jolie jeune femme en train de lire sur un banc, effectivement, dans le parc. Et c'était une image très belle. Et je me suis dit, elle doit être en train de lire de la poésie. Et pas du tout, en fait. Hein. Elle était en train de lire elle n'est pas en train de lire du T.S. Eliot, malheureusement. Elle est en train de lire un livre sur comment gagner de l'argent. Donc pour moi, ça a été un petit peu un choc quand j'ai découvert ce qu'elle était en train de lire. Mais à cette époque, il fallait savoir que j'étais assez naïf, parce que j'ai vu cette impression de jolie jeune femme en train de lire sur un banc, dans la nature. C'était très romantique et c'était très profond pour moi et forcément chargé en symboles. Comment votre perspective sur la Chine a-t-elle changé quand vous êtes arrivé aux États-Unis et quand avez-vous décidé d'y rester? Okay. I made my initial decision to stay in the United States in 1989. Tiananmen crackdown. The students demonstrate for democracy, and these students were punished, crushed. Now, the reason was, for me, I got involved with the student movement. So at that time, I had one book. I finished a book in Chinese because I came to the United States toward the end of 1988. But the book, I was finished. And in 1989, I already read the proof of the poetry collection. But because of the Tiananmen crackdown, this book could not be published.
And my Chinese publisher wrote to me, "You understand the reason why we can't publish your book anymore." So I was in a panic because it means I will not be able to write in Chinese anymore, right? Yes, I can write for myself, for fun, that's okay, but I will never get published. So the only thing for me to continue to do is to write in English. So these choices were pushed on me. It's not like I wanted to write in English or no, it's just you have no control of yourself, of the fate for Chinese people. Eh bien, j'ai pris ma décision de rester aux États-Unis en 1989 pendant les émeutes des étudiants donc en Chine, les étudiants donc qui étaient réprimés par rapport aux émeutes. Et aussi la raison, c'est parce que je ne pouvais pas. J'avais été impliquée donc comme vous le savez dans les mouvements étudiants. Et je venais de terminer un livre en chinois. D'ailleurs, j'étais arrivée donc aux États-Unis fin 88. Et en 1989, j'avais déjà écrit un livre de poésie en chinois, mais ce livre, bien sûr, ne pouvait pas être publié en Chine par rapport à ce qui se passait. Et mon éditeur chinois m'a appelé pour me dire tu ne peux pas publier ce livre en chinois et tu en connais bien sûr les raisons. Et là, j'ai commencé à paniquer. Je me suis dit, je ne peux plus écrire en chinois à part pour moi-même, mais c'est clair que je ne serai plus jamais publiée. Donc, la seule opportunité qui me restait, c'était d'écrire en anglais. Donc, quelque part, ce n'est pas vraiment un choix, c'est l'anglais qui s'est imposé à moi comme langue d'écriture, en fait. La dernière question, c'est avez-vous envisagé un moment d'écrire des romans qui se déroulent ailleurs qu'en Chine, par exemple aux États-Unis? Yes, I have thought about it. But for some reason, or maybe just subconsciously, I feel a little bit more assured when writing about Chinese people in China. Maybe I'm more familiar subconsciously with the Chinese background. But maybe in a few years, I could no longer go back to China. Yes, I had to write a book set in the United States. Yeah, I thought about that. Oui, alors, bien sûr, oui, j'y ai pensé, mais je pense que je suis plus à l'aise, beaucoup plus confiant quand j'écris sur les personnes en Chine, sur des intrigues qui se déroulent en Chine. Peut-être qu'inconsciemment, c'est parce que c'est un monde, un univers qui m'est nettement plus familier, mais peut-être que dans quelques années, effectivement, il faudrait que j'envisage d'écrire un roman dont l'intrigue se déroule aux États-Unis. Yeah, I also wrote half a book about United States, and half of that about China, of course. So it's in the novel called Tales of Two Cities, or Investigation in Two Cities. One part, the inspection, is in Los Angeles. And the first part, of course, is he's still in China. So the different contrast. Mais j'ai déjà écrit la moitié d'un livre donc, qui se passe aux États-Unis et l'autre partie donc en Chine, c'est comme Tale of Two Cities. Je me souviens plus du titre français de Tale of Two Cities. Ça va revenir, l'équivalent français. Mais donc voilà, c'est là où une partie de l'enquête donc se déroule à Los Angeles et la première partie de l'œuvre se déroule en Chine. Encore une question? Non, ça va, vous avez votre curiosité étanchée. Bon, alors on va passer à la deuxième partie. Là, donc je vais demander. Alors merci beaucoup toutes les deux. Et puis donc Florian et Mathilde, à votre tour de venir donc interroger Zhu Xiaolong plutôt sur la partie littéraire. Hein. On va regarder un petit peu les attendus littéraires, ses goûts, hein, ses méthodes, ses personnages. Voilà, donc vous, c'est à vous la parole. Je ne sais pas qui commence. Florian, peut-être?
Donc, vous avez changé de langue pour écrire en anglais. Et donc, quelles sont les différences que vous avez remarquées entre le chinois et l'anglais, notamment dans la vision du monde que ces deux langues peuvent partager et qui sont différentes? Yeah. It's a very good question. That's also a question I have thought about a lot. You know, the funny thing is, when you write bilingually, it seems like two different mechanisms work in your mind. Like one phrase came out in Chinese very easily, sometimes even beautifully. But when you put it in English, it's not that good anymore, right? So you have to change and change. But on the other hand, you know, it's writing in two languages also has its advantage, especially in terms of combining different linguistic sensibilities. I can just give you an example. In my first novel, I wanted to describe like Starbucks, McDonald's appear overnight in China. So this is a statement, nothing wrong with it. It's a statement. Alors oui, c'est une très bonne question, merci. Et je dois dire que j'y ai souvent beaucoup pensé. Et quand on écrit, eh bien dans deux langues, en fait, il y a deux mécanismes qui se créent dans l'esprit. Et une phrase va tout jaillir en chinois, elle va être belle, facile, elle va très très fluide. Et puis ensuite, on essaye d'écrire aussi en anglais, mais là c'est un petit peu différent. C'est pas forcément bon dans la formulation, donc il faut faire des petites modifications. Mais il y a quand même un avantage quand on écrit dans deux langues, c'est qu'on peut associer, mélanger deux sensibilités linguistiques. Et je vais vous donner un premier exemple d'un roman donc, où je souhaitais décrire un peu les McDonald's, les Starbucks qui, soudain, du jour au lendemain, arrivaient en Chine. So, I thought, you know, the English sentence, nothing wrong, but it's too banal, flat, right? I should make the sentence more interesting. So I changed it to overnight, McDonald's, Starbucks, mushroom up. I use mushroom as a verb, right? In China. But then, you know, English language is my second language. I was still not sure whether this language is original enough or not. Then I suddenly thought of a Chinese proverb. So it will become a sentence like, overnight, Starbucks and McDonald's popped up like spring bamboo shoots after rain. Now, this sentence, the proverb, in Chinese could be cliché, not that new. But once put into English, several American critics call, oh, it's so original. And they quote that in their articles. So this is something, you know, I never thought it could work out like that. So in other words, you can say, you know, like Wittgenstein, right? The limit of my language is the limit of my word. Yes, it's true. Because for another example, maybe you finish that first. Yeah. Ouais, alors oui, ce que je dois dire, c'est que c'est vrai qu'en anglais, souvent les phrases sont peut-être un petit peu plus banales, un petit peu plus plates. Et
je me suis dit, il faut que je rende un peu l'anglais un petit peu plus sympathique, un peu plus intéressant. Et il y a cette idée, donc voilà, je voulais parler des McDo, Starbucks et tout ça qui arrivaient du jour au lendemain en fait en Chine. Et je me suis dit, je vais essayer de le mettre un peu, comme on dit en anglais, to mushroom up, c'est-à-dire qu'ils vont pousser comme des champignons. Déjà là, c'est plus joli. Et bon, l'anglais c'est ma deuxième langue. Et j'ai pensé aussi peut-être un peu y amener un proverbe chinois qui est pourtant très cliché là-bas en Chine, mais que j'ai utilisé. J'ai dit, au lieu de dire que ça poussait comme des champignons ou que c'était arrivé du jour au lendemain, je dis, ils sont apparus comme des pousses de bambou, en fait, du jour au lendemain. Alors en chinois, ça après la pluie, oui. Donc en chinois, ça fait cliché, mais là, ça passait très bien. Et les critiques aux États-Unis, quand elles ont vu ça, elles ont dit, mais c'est très original, c'est très très beau comme expression d'utiliser ce style. Ils l'ont repris, et moi d'ailleurs, ça m'a beaucoup surpris. Voilà. Yeah, so just a very simple example. You know, in English, we say privacy a lot, right? And in Chinese, at least in my younger days, the privacy is something bad, negative energy. Why? It's something you cannot share with your party, something you cannot share with, you know, the neighborhood committee. You know, it's so in that sense, you can even say it's a language speak you, not you speak the language, right? So that's something, for me, it's worth experimenting. You know, not just write different story, but try to write in different languages. Yeah. J'essaie, oui, d'écrire dans différentes langues. Le deuxième exemple, c'est en anglais, on utilise beaucoup le mot confidentialité. Et en chinois, il faut savoir que surtout quand j'étais jeune, c'est un mot qui n'existait pas. Ça avait vraiment une connotation même négative. Qui dit confidentialité, ça veut dire qu'on ne va pas partager quelque chose avec le parti. Donc c'est vraiment intéressant de voir ces différences et voir quelque part, on parle la langue, mais la langue parle de nous en fait également à travers les mots. Mathilde, à toi. Oui. Bah alors on avait une deuxième question. Donc vu que maintenant vous vivez aux États-Unis avec des événements donc comme la politique zéro Covid en Chine, quelles ont été vos sources pour pouvoir continuer à écrire sur la réalité là-bas? Est-ce que vous étiez en contact avec des gens sur place ou autre? Yes, I keep in touch with people, friends, you know, in China. It's coincidence. I was in Wuhan just 2 or 3 months ago, before the outbreak of COVID virus in Wuhan. So then, of course, some of my Wuhan friends gave me, you know, the details about how things were, like, you know, during the COVID days. And there's something else said by a Chinese journalist friend. He said, you are in a unique position to write about this kind of black side of Chinese society. I asked him why he said that to me. He said, because you have access to the free information all over the world. You know, like in Google, it's banned in China. You cannot, if you want to search anything about COVID, unless you use a technique of what we call the crime over wars, beyond the control of the Chinese government, by using some apps, using some lines. But this kind of thing in itself can be called a crime. And it could be punished. You try to go search in Google, right, about COVID? No, that's a crime. You cannot do that. So that's why my Chinese journalist friend said, in one sense, you are in a unique position to write about this kind of situation in China. You were in Wuhan 2 months before the COVID. You were there. Yeah, I was there. I was having a conference
in a university, Wuhan University. Yeah. Ok. Oui, donc je suis toujours en contact avec des amis, des proches qui se trouvent en Chine. Et il faut savoir que c'est assez une coïncidence, mais 2 mois avant l'épidémie de Covid, j'étais à Wuhan pour une conférence en fait à l'université là-bas. Et donc, une fois que je rentrais, donc des amis, donc une fois que la pandémie a commencé, on m'a donné pas mal d'informations sur ce qui se passait pendant le Covid. Et un journaliste chinois qui est un ami à moi m'a dit « Mais tu as vraiment de la chance, tu es dans une position unique pour pouvoir parler de ce qui se passe. » Pourquoi ? Parce que tout simplement, tu as accès à toutes ces informations auxquelles on n'a pas accès en Chine. Moi, tu as accès à toutes les informations sur Google, etc. En Chine, il faut savoir que si vous cherchez le mot Covid sur Google, c'est un crime. Vous allez être puni pour ça. C'est interdit. Voilà. Flo, you want to add something? Well, maybe just one sentence. After this book, latest book about COVID, I don't think I could go back to China anytime soon. I already got threatening message from China. You mean the last novel you wrote? Yeah, last Yes. novel, yeah. Yes. They call me a traitor. And they call me also a blue fly. I don't know why. A liar? Blue flyer. Insect, fly. Oh, yes. Blue fly. And they say, as a traitor and a blue fly, I have to be terminated. It's quite frank. Donc oui. Après donc ce dernier livre donc, sur le Covid, je pense pas que je puisse retourner en Chine. J'ai déjà reçu des menaces. On m'a traité de traître, on m'a traité de mouche bleue. Là, je vous l'ai dit de façon politiquement correcte. Mais voilà, donc je pense pas que là-bas c'est terminé pour moi. Oui, donc il est question de son dernier roman, donc Amour, crime et pandémie de 2023. Hein, c'est celui-là. 2023, c'est le dernier roman de. Alors Florian. Donc, prochaine question. Donc, dans votre œuvre, l'inspecteur Chen traduit lui-même un ouvrage en anglais pour contourner la censure et le faire publier. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait en Chine actuellement? Extremely difficult to do that, to get book published out of China. No, very, unless you choose a subject like grave digging, sci-fi fiction, so it won't touch reality. If touch reality, no, it's difficult. And in that sense, I think I'm lucky. At least I live in the United States. I don't have to worry too much. Alors, c'est vraiment difficile de faire ce genre de choses en Chine, sauf si vous écrivez sur un sujet qui n'a pas trait à la réalité, vous écrivez sur un sujet de science-fiction, mais par contre, si vous touchez par exemple ou l'imaginaire, mais si vous touchez à la réalité, c'est pas possible. Et là, j'ai vraiment de la chance d'être aux États-Unis où je peux écrire sur n'importe quel sujet en fait. Ok, alors Mathilde. on a une autre question encore. Alors, l'inspecteur Chen, il semble beaucoup vous ressembler et tenir de vous. Est-ce qu'il est une forme de double de vous et est-ce qu'il représenterait la personne que vous vous imagineriez être si vous étiez resté en Chine? That's a very good question. And that's the very thing I've been thought about when I first wrote the first book of Inspection. I've never been a party member. I've never been a policeman. But I would love to imagine, had I stayed on in China, what could I have done? So in that sense, writing inspection book was like a projection of my own fantasies, right? Had I stayed in China, I might have done this, I might have done that. But in fact, I stayed in the United States. So what else could I do to write books about it? Yeah. Alors, c'est une très bonne question. J'y ai pensé.
surtout quand j'ai écrit mon premier livre. Il faut savoir que comme l'inspecteur, je ne suis pas non, moi, par contre, moi, je ne suis pas un membre du parti, je ne suis pas un policier, mais je me suis souvent posé la question à me dire, si j'étais restée en Chine, qu'est-ce que j'aurais pu faire? J'ai fait un peu une forme de projection, imaginer ce que j'aurais pu être. Mais voilà, je suis aux États-Unis où j'écris mes livres. And of course, I do share some similarities with inspection. I love poetry. I love T.S. Eliot. And in my books, you can see that. I love Chinese food. And sometimes it's also like compensation, right? I could not get enough authentic Chinese food to write about its psychological compensation. And also, inspection is not that lucky, in his affairs of heart, nor in his political stance, right? So I think he should have something good in his life. So at least the food, Alors, oui, je partage pas mal de similarités avec ce personnage. Comme lui, j'aime beaucoup la poésie, j'aime beaucoup T.S. Eliot, j'adore la nourriture, la gastronomie chinoise. Et je pense que quelque part, en écrivant comme ça, c'est une forme de compensation psychologique. Et aussi l'inspecteur, donc lui, il n'a pas trop de chance à la vie amoureuse, c'est pas trop ça. Et même aussi dans sa vie un peu politique. Donc voilà, donc j'essaye de lui faire un peu aussi compenser par la nourriture qui apparemment dont il raffole. Pardon, pour compléter là sur l'inspecteur Chen, vous avez dit quelque part que, au fond, il était assez représentatif de ces jeunes qui ont fait des études en Chine, qui sont donc un peu des intellectuels, mais qui, à l'époque où ils arrivent à l'âge de trouver du travail, n'en trouvaient pas. Et donc n'en trouvaient pas dans leur spécialité, et donc s'engageaient dans des métiers qui n'étaient pas vraiment les leurs. Et donc, au fond, l'inspecteur Chen, c'est un intellectuel qui est perdu un peu dans la police, où il réussit d'ailleurs très bien. Est-ce que c'est un peu ça? Yeah. In the 80s, the Chinese college graduate did not have to look for a job for themselves. It's good and bad, okay? It's always the state assigning job to you. So one of my university friend, he also majored in English, but he was assigned a job in the Shanghai Police Bureau. Yeah, that's true. Those years really happened in China. But if the government gave you the job, you did not go, then you are in trouble. As long as whatever government wants you to do, like my friends, the government, I think, want him to use his English possibly for the spying job as a police bureau. And he was not happy with that. But he could not say no. So the similar thing happened to Inspector Chen. He wanted, have a writer's career or maybe a diplomatic career, but no. He was assigned to the Shanghai Police Bureau, so he became a cop. And I think he was lucky at first, right? He adopted quite well and promoted to chief inspector. Then bad luck happened. Alors, il faut savoir que oui, dans les années 80, les étudiants qui étaient diplômés des universités n'avaient pas besoin de chercher du travail puisque c'est l'État directement qui leur trouvait un travail et qui leur attribuait un poste, et on ne pouvait pas dire non, quoi. Voilà, il fallait le prendre. Et j'ai un ami étudiant qui a eu un diplôme en anglais, et lui, il s'est fait attribuer par l'État un poste dans la police de Shanghai, et c'est le gouvernement, comme je disais, qui vous attribuait des postes, du travail. Et je pense que quelque part, c'était pas innocent qu'il ait pris par rapport au fait qu'il était diplômé en anglais, puisqu'il voulait qu'il serve un peu d'espion également sur l'étranger. Et il n'était pas du tout heureux avec ce poste, mais c'est simple, on ne pouvait pas refuser. Et je pense que c'est un peu la même chose qui se passe avec l'inspecteur qui, lui, il a toujours rêvé d'être écrivain, poète, diplomate. Et il se retrouve dans la police, même si au début, c'est vrai qu'il s'adapte bien, il a une promotion, etc. Mais après, il est un peu touché par la malchance. Florian.
Alors, comment est le marché littéraire chinois, la littérature chinoise aujourd'hui, et est-ce qu'elle peut jouer un rôle dans l'émancipation du peuple, alors qu'elle est assez censurée? Yeah, the censorship situation is really bad in China. And in addition to that, in China, there's an organization called Chinese Writer Association. So what is different from here is once you become a member of Chinese Writers Association, you get paid automatically for your writing. It's like the same, like if you work in the plant, right? You get paid for, say, 500 a month or something like that. But once you become a member of the association, you get paid at the same amount without having to go to the factory. But that's good, at least in that sense. But the bad way is because of that, you have to write whatever government wants you to write. Otherwise, you lose your livelihood, right? Immediately. So it's very difficult for people to utter different voices. And among my Chinese fellow writers, they often use the term self-censorship. It's like, even before the censorship official came to you, they have to censor for themselves whether this could get published, whether this could get into trouble. I was also a member of the Writers Association, but kind of luckily, I still keep my job in the Shanghai Academy of Social Sciences. So I have my pay from here. So I did not to worry that much about whether, the self-censorship would be so critical to me. So I was able to a little bit freely, yeah. Alors, oui, la censure est très, très mauvaise en Chine. C'est vrai qu'en Chine, il faut savoir qu'il y a également, elle est très présente, il y a des organisations, des associations en fait, d'écrivains chinois. Et quand vous devenez un membre de ces associations, en fait, vous êtes payé pour écrire, en fait. Et en fait, c'est comme vous êtes payé comme quelqu'un qui va aller travailler à l'usine, à la chaîne. Il est payé, mais là, vous n'avez pas besoin de vous rendre sur un lieu de travail. Mais quelque part, c'est négatif, c'est mauvais, puisque vous êtes obligé d'écrire ce que le gouvernement vous impose, en fait. Si vous ne le faites pas, vous allez perdre votre salaire, vous allez perdre votre statut. Donc, quelque part, les amis des personnes que je connais qui sont dans ces associations sont obligés de s'auto-censurer pour éviter les problèmes sérieux qu'ils rencontreraient s'ils écrivaient ce qu'ils voulaient, en fait. Moi, j'ai été membre d'une association, mais j'ai eu de la chance, j'ai pu garder mon poste et ça s'est bien passé. Florian vous a évoqué l'expression de marché littéraire chinois. Quel sens ça peut avoir aujourd'hui en Chine, la notion de marché littéraire chinois? Est-ce que cette notion a un sens? What does it mean exactly in the Chinese context? Chinese literature. What does that mean? This Okay. very notion of Chinese literature. Yes, I would say 15 years ago, the Chinese literature enjoyed a sort of freedom, okay? Like at least you can have some liberty in what you want to write. But then in the last 10 years, things become worse and worse. So the control, the limit is much harsher. You cannot say anything
against government policy. Like during the COVID, there is a stupid, absurd policy called zero COVID. But you cannot write anything against that policy, even though I think, according to one figure, 2 million people died after, I think in 2 months after, it's getting out of the COVID without zero COVID policy, without any preparation. 2 million uncontrolled deaths. But no, you cannot write anything about that. And because of that, I thought I should, right? Because I totally understand the situation facing the Chinese writers living in China. But somebody need to do something about it. And I'm glad I did for this book. Alors oui, il y a à peu près 15 ans, en Chine, on pouvait plus ou moins, on avait un peu plus de liberté par rapport à la littérature, on pouvait un peu plus écrire ce qu'on voulait. Maintenant, depuis les 10 dernières années, il faut savoir que les choses ont nettement empiré avec des contrôles nettement plus difficiles. Et donc, on ne peut rien écrire, comme vous pouvez l'imaginer, contre le gouvernement. Et en 2019, il y a eu cette politique, 2020, cette politique complètement idiote du zéro Covid. Et on ne pouvait rien écrire là-dessus, on n'a pas pu parler des 2 millions de morts qu'il y a eu en 2 mois. Et je me suis dit, il faut que quelqu'un fasse quelque chose, parce que moi, je comprenais vraiment ce qui se passait par là-bas, en fait, par là-bas. Non ? Il y avait cette question sur l'inspiration des intrigues policières. Bon alors, dernière question pour nous. Alors, où est-ce que en fait, vous trouvez l'inspiration pour écrire une intrigue policière en fait, comment se construit une trame et une intrigue qui serait cohérente et qui garde du suspense, du mystère pour le lecteur, pour qu'il ne s'ennuie pas et qui cherche encore la réponse au fil de l'histoire? In classical Chinese literature, there is a subgenre of we call it 公案小说, 包公案, 私公案, right? And also Judge D. Judge D is also 谍公案. So we have this kind of tradition. But in one sense, they are not a crime novel in today's, standard. For one thing, there was no, and there still is no, separation of powers. The judicial power and administrative power are always mixed together. So the main character had to be judge, but not just a judge, but also a high-ranking official. So only the high-ranking official with the political power can do an investigation. And also, quite often, the investigation was to serve politics. So that's different. So in some of my novels, a French, well, maybe more than one French critic, so your novel are different. With like Western crime fiction, the suspense is very important, right? But with my books, often halfway through the book, people already knew who killed who. Why? It was a very good question. But their thought, in this classic Chinese 公案小说, that's the same. Because the suspense of this crime novel, if you want to say that, is how to punish the bad guys.
the bad guys with connection in the background, and No, go, s'il vous plaît, carry on, carry on, okay. carry on. So this like made a suspense in inspection novels. Often, he knew who is the criminal, but the Chinese politics can be so powerful, so complicated. How to punish the criminal can be suspenseful enough to carry the book on. Alors oui, en Chine, il y a un style classique littéraire, donc je vais vous laisser donner le nom, vous serez beaucoup mieux que moi. Yeah, could it be like a judge stories? Yeah. C'est l'histoire du juge. Justi, par exemple, rappelé par Van Gulik, c'est Van Gulik, yes. Le juge-ti. Le juge. Van Voilà. Gulik Le is juge-ti. a Intègre. Dutch author writing about Tang Dynasty judge. ne peut pas être corrompu. Oui. Oui. Même s'il faut aller très très loin contre l'empereur, par exemple, va frapper le Is explaining. Okay. Merci. D'accord, voilà. Donc il y a cette tradition. Donc on a cette tradition, donc qui est un peu différente donc des romans policiers qui ont par rapport aux normes actuelles du roman policier. Il faut savoir en plus qu'en Chine, il n'y a pas de séparation des pouvoirs entre le judiciaire et le système judiciaire et l'administration. Et souvent, quand le jugement d'un criminel s'effectue, a lieu, c'est souvent les hauts placés en politique, au gouvernement, qui vont juger cette personne. Enfin, les hauts placés au parti, voilà, qui sont souvent d'ailleurs ces personnes qui vont enquêter dans le cadre d'une affaire judiciaire. Et dans mes livres, souvent on me disait oui, que c'était pas si occidentalisé. Il faut savoir que c'est vrai que dans mes œuvres, souvent à la moitié de l'œuvre, on sait déjà qui est le coupable en fait. Et puisque tout simplement parce qu'on retrouve ce style de la littérature classique japonaise, où le suspense, c'est pas vraiment de savoir mais qui est le criminel, qui est l'assassin, c'est plutôt de savoir mais comment on va le punir. C'est vraiment ça on fait un peu le lien justement avec ce gouvernement qui veut punir le meurtrier. Ça ramène un peu le suspense. Il tient sa puissance en fait dans l'idée de comment on va punir ce criminel. Donc on sait rapidement qui c'est en fait. Vous avez encore peut-être la dernière question, Mathilde. Dernière question. La Alors, dernière sur la précision historique. Oui. Alors, dans vos œuvres, on a remarqué qu'il y avait une grande précision historique, dont notamment quand vous expliquez les définitions de certains mots qui étaient utilisés autrefois ou autres. Est-ce que cela démontre une volonté d'expliquer et d'enseigner votre culture et votre histoire? Et si c'est le cas, à qui? Est-ce que ce serait au peuple chinois ou est-ce que ce serait aux peuples étrangers ou même les deux? Yes, I should say both, because a large number of Chinese readers have forgotten about the tradition. Nowadays, they just want to grab what they can grab in their hands, right? Totally materialistic. So, and at the same time, of course, I wanted, to show the Western readers what China could be like in the present or in the past. So, a comprehensive and a realistic picture. But of course, the Beijing government will not say my realistic picture, right? They won't agree. Alors, oui, mais les deux, parce que pour beaucoup de lecteurs chinois, il faut savoir qu'ils ont oublié la tradition. Maintenant, les lecteurs, aujourd'hui, ils veulent avoir les choses leur tombent un peu tout cuit dans le bec. Ils sont très matérialistes aujourd'hui. Et en même temps, je voulais montrer aux Occidentaux un peu quelle était la Chine du présent, mais la Chine du passé également. Alors peut-être avec une Chine du présent beaucoup plus, ça permet d'avoir une image très complète. Bon, le gouvernement chinois actuel dirait que la réalité que je dépeins de la Chine n'est pas la vérité. I taught in an American university for years. Among my American students,
they seem to know more about Cultural Revolution than the Chinese people in China. That was a shock to me. Il faut savoir que j'ai enseigné donc, dans les universités américaines pendant des années. Et ce qui m'a choqué, c'est que les étudiants américains savaient beaucoup plus sur la révolution culturelle que les Chinois, en fait. Est-ce que vous avez encore... Non, ça va, vous n'avez plus de questions. Donc je vous remercie beaucoup tous les deux, Florian et Mathilde. Donc je vais appeler Jade et Baptiste. Pour parler un peu plus de politique. Je voudrais quand même poser une dernière question sur le plan littéraire. On a parlé de T.S. Eliot, donc que vous aimez beaucoup, l'écrivain américano-britannique, mais il y a quand même un écrivain français qui compte beaucoup pour vous. C'est Romain Rolland. Alors je sais qu'il est un petit peu oublié aujourd'hui, mais enfin il a quand même été immensément connu pendant l'entre-deux-guerres, donc grand écrivain du pacifisme. Mais il a également écrit un livre qui s'appelle Jean-Christophe, qui est un roman de formation, un roman Jean-Christophe qui a été, je crois, pour vous, un roman important pour ce qu'il vous a enseigné sur la possibilité de tracer sa route, de faire sa vie, de poursuivre un projet et de réussir. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de Romain Rolland? Oh, I'd love to say a few words about him. And in my younger days, he was a very important writer, not just to me, but to a lot of Chinese readers. One simple reason, in China, you are always taught to work with something larger, like family, or with your company, or with your country. But the concept of self was kind of forbidden. The concept, like, you struggle, you fight for yourself, for the achievement, for your own achievement, was totally evil at that time. So Roman Rolland at least showed me that, we can, of course we want to work, we want to fight, but it does not have to be just for the country or just for the Beijing government. No, you can work for yourself, right? So for that reason, a lot of young Chinese people at the time were really influenced by his thinking. Maybe it's difficult to understand nowadays, but at that time, for the first time, Chinese young people realized, we should work for ourselves. Alors, oui, j'adore parler de Romain Rolland. Et quand j'étais jeune, il était vraiment important pour moi-même, mais également pour les jeunes Chinois, puisque en Chine, quand on travaille pour son pays, pour sa famille, pour la société dans laquelle on travaille. Mais le concept le soi, soi-même, la personne, l'individu, c'était carrément interdit. C'était même considéré comme le mal de se battre, de lutter pour sa propre réussite. C'est quelque chose de très, très mal perçu. Et à travers Romain Rolland, j'ai pu réaliser que c'était possible. D'accord, c'est important de travailler, mais on n'est pas obligé aussi de travailler uniquement pour son pays, sa famille, son gouvernement ou la société, mais pour soi-même, pour sa propre réussite. Et donc, il a eu forcément beaucoup d'influence de par cela sur les jeunes. Et j'ai été influencée moi-même par lui, puisque là, les jeunes en Chine ont découvert que, mais c'est vrai, on peut aussi travailler, faire ces choses pour nous-mêmes. Il y a une individualité qui peut exister. Merci beaucoup. Alors, on aborde la dernière partie de cet entretien avec Jade et Baptiste. Donc, on a déjà commencé à parler un peu de politique, à travers la littérature, à travers votre parcours. Mais donc, on a quelques questions plus particulières. Et donc, c'est Jade qui va commencer. Et vous posez la première. Du coup, est-ce que vous considérez vos polars comme des œuvres politiques? Well, some people call my work as sociological crime fiction.
In other words, it's not just about who killed who, or somebody born evil, right? Born murderer, something like that. But it's also about in what political circumstances, social circumstances, and cultural as well, that the crime take place in China, and how the investigation goes in China. Yeah, so in that sense, you can say my crime novel has a political element in that. Because I think it's more rewarding, right, to find the root of the problem, not just like someone who was a born killer without any reason, but what made him into a killer like that. Alors, c'est vrai que parfois on me dit que que j'écris des romans policiers un peu sociologiques. C'est pas vraiment en fait l'idée, c'est pas forcément vraiment de savoir qui a tué qui est l'assassin, mais parfois ce qui est plus intéressant, c'est vraiment de voir les circonstances sociopolitiques et aussi culturelles dans lesquelles ce crime a eu lieu, et le cadre même de l'enquête au niveau social, politique et culturel. Et quelque part, par cela, mes polars ont un aspect, ont une essence un peu politique. Et je trouve ça d'autant plus gratifiant. Et justement, le thème de la corruption, il est absolument central dans vos différents ouvrages. Vous évoquez même un âge matérialiste et un parti rongé par le clientélisme et les pots de vin. Pourquoi vous vous concentrez autant sur cette question, et est-ce que vous êtes optimiste sur la lutte contre cette corruption structurelle au sein du parti ? Oui, c'est la question qui porte sur l'étendue de la corruption. Hein. Yeah, somebody said absolute power means absolute corruption. And that's the same. That could be said about the situation in China. The Chinese Communist Party have the absolute power. So that cannot but lead to absolute corruption. There's no independent media, official media. No, it's all controlled by the party. And yes, you can say China has court, right? But all the trials are run in the interest of politics. So it's really the absolute power. And for the corruption, some of them get exposed. But people never know. It's because in the struggle, like Xi Jinping in the power, so his people will never get into trouble, even though they did something really bad. And I think a very recent example is Chinese foreign minister, Qin Gang, and the Chinese defense minister, Li Shangfu, disappeared without giving a reason. I think for 3 or maybe 2 or 3 months, right? They disappeared. But at least you should tell people why they disappeared. No. Not even today. Alors, quelqu'un a dit une fois, le pouvoir absolu, c'est comme la corruption absolue. Et je pense qu'on pourrait un peu en dire la même chose pour la Chine, puisque le parti en Chine, c'est le pouvoir absolu. Et forcément, le pouvoir absolu entraîne une corruption absolue. Il faut savoir quand même comme en Chine, il n'y a pas de médias, de journalistes indépendants ou officiels. Tout est contrôlé par le parti.
Et pardon, la Chine, excusez-moi. Donc tous ces intérêts, enfin tous les intérêts, tout doit servir les intérêts du parti. Et la corruption, parfois, on en entend parler, c'est dévoilé. Mais par exemple, si vous êtes des amis de Xi Jinping et vous êtes retrouvés impliqués dans des choses pas très correctes, vous ne serez jamais inquiétés. Mais là, j'ai un exemple, c'est comme le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Défense ont disparu il y a 2 ou 3 mois. On ne sait pas pourquoi, on n'en entend pas parler. Il n'y a pas de... Au moins, ils devraient nous expliquer, on devrait savoir, et on ne sait rien. Il me semble quand même que lorsque la question a été posée, on a parlé de ce qui est assez pratique, de raisons de santé. Hein. C'est un peu l'excuse habituelle, des raisons de santé. Hein. Est-ce que c'est ça qu'on oppose aux gens pour se débarrasser de leurs questions? That's true. That is true. They always give excuse of some possible health reasons, or like, oh, you need to ask other people about it, like with Foreign Minister Qin Gang and Li Shangfu, the spokespeople from the government. They just say, okay, you need to ask the department or people concerned about his situation or why. We don't have anything to give to you. So they did not even want to find an excuse. Oui, généralement, effectivement, c'est toujours des raisons de santé. Ou aussi, si vous souhaitez savoir ce qui s'est passé, on vous dit, allez demander au département concerné, au service concerné. Voilà, les gens ne vont pas chercher à vous répondre, en fait. Alors Baptiste, je crois que tu as une question à ton tour. Alors oui, en effet, pour revenir justement sur les liens entre les Chinois et la littérature, en particulier concernant vos œuvres, quel est leur écho? Est-ce que vos œuvres ont un écho significatif auprès des lecteurs chinois? Et diriez-vous que la censure du régime a eu des conséquences sur la traduction de vos œuvres en Chine? Est-ce que le contexte a été modifié? Est-ce que les événements politiques ont été modifiés? Oh yeah, my own book has been translated. The first 3 have been translated into Chinese. And at first they promised me, China has changed a lot, right? Don't worry, we will do a good job of translation and Chinese people will like it. Okay, but before the book come out, they call me, they say, okay, the censorship people said, all books are set in Shanghai, but you cannot have the word Shanghai appear in a Chinese text. I said, why? And their response is, murders or other crimes are bad things, right? How can bad things happen in Shanghai, in China? No, logically, they cannot. So they use the English word S, English letter S, plus the Chinese character, city, shi. So it's S, shi. Okay, so it makes no sense to me, but what's even more absurd, like in my first book, toward the ending, the criminal was executed, okay? But in the Chinese version, it appears that he was going to get some punishment, but not executed. And again, I asked my editor, why you have to change, even without my consent, like that. And he said, it's because China now is a country of law. So it's no longer, execute people so quickly. Nowadays we have
proper trial system. But I said, come on, my book was about the beginning of 90s. This kind of thing was even praised in Chinese newspaper. It's called hit hard. It means like when the crime wave is high, they just kill people quickly, harshly, for the purpose of intimidation, try to curb that. But this is historically true. Why should it be changed into China is the law of the country now? Alors, mon premier livre donc, a été traduit en chinois, et quand ils sont lancés dans la traduction, ils m'ont promis de faire une traduction tout à fait fidèle, on ne changera rien, et tu vas voir, les gens, on m'a dit, les gens vont adorer. Et en fait, donc, les gens de la censure ont quand même demandé à changer quelque chose de majeur, puisqu'il faut savoir que la plupart des intrigues ont lieu à Shanghai, et il ne fallait pas que le mot Shanghai apparaisse. Ils ont remplacé Shanghai par un S, c'est un idéogramme chinois que je ne vais pas prononcer, parce que je ne parle pas chinois, mais vous imaginez, ça veut dire che, je pense. Voilà. Ça veut dire vite, d'accord, je ne savais pas. Et donc, j'ai dit, mais pourquoi vous avez enlevé Shanghai, puisque l'œuvre a lieu, enfin, l'intrigue a lieu à Shanghai? Tout simplement parce qu'il y a un crime qui a lieu, et le crime, c'est une chose mauvaise, et donc une chose mauvaise, quelque chose de négatif, de mal, ne peut pas se produire à Shanghai. Voilà, c'est la raison pour laquelle... Ensuite, il faut savoir que à la fin du livre, donc, le criminel donc, est exécuté. Et dans la version chinoise, il est puni, bien sûr, mais il n'est pas exécuté. Et j'ai demandé à mon éditeur, mais pourquoi ils ont fait ça? Et ils ont dit, mais c'est pour montrer que la Chine, maintenant, est désormais comme un état de droit où on bénéficie d'un procès juste et équitable. On ne va pas exécuter de façon radicale et immédiatement. Et voilà, c'était pour montrer une image un peu plus soft de la Chine. Et mon livre, faut quand même savoir que l'intrigue, elle se situe dans les années 90, où une période avec un taux de criminalité assez élevé. Je voulais vraiment refléter cette période de forme de ce qu'on appelle le hit hard, de zéro tolérance au crime, où c'est-à-dire qu'il y avait un procès qui se faisait rapidement, les personnes se retrouvaient rapidement exécutées pour leurs crimes, afin de les dissuader, donc de commettre des crimes. C'était une forme d'intimidation. Et pourquoi on a changé ça? Voilà, ça m'a révoltée. Jade. J'aimerais revenir sur le Covid, puisque vous avez beaucoup écrit sur la gestion chinoise de la pandémie, avec notamment beaucoup de comparaisons au roman d'Orwell 1984. Et du coup, sur quels aspects la crise sanitaire a-t-elle permis au parti d'étendre encore plus sa surveillance de la population? I think to some extent you can even say the party use this as excuse, use the COVID as excuse to enforce the surveillance. So that's why I think of, George Orwell 1984, right? The authority always use whatever excuse, real or not real excuse, to enhance their own power, to control. And in the current situation, Chinese government has been talking about using one term, political stability. This become much more important than before. So I read in one unofficial figure, the money used for the political stability, the amount is even larger than the amount for the military expense. Okay. That's horrible. Higher than military expenses. They're even larger. Okay.
Je pense que quelque part, on peut dire qu'en fait, le Covid, c'était une bonne excuse pour renforcer la surveillance et les contrôles. Un peu comme on retrouve c'est pour ça que ça m'a fait penser à 1984. C'est toujours une bonne excuse quand il y a quelque chose pour renforcer donc le pouvoir, les contrôles. Et donc, le gouvernement chinois parlait de ce qu'il appelle la stabilité politique. C'est quelque chose donc, j'ai lu ça de sources non officielles par rapport à la Chine, où quelque part, où ils injectent davantage d'argent pour renforcer la stabilité politique que de l'argent qu'ils mettent dans le développement militaire, en fait. Alors, dans l'un de vos romans, Les courants fourbes du lac Tai, alors le nom en anglais, voilà. Si vous l'avez. Vous évoquez dès 2010 la pollution massive des écosystèmes chinois, qui est une conséquence directe du développement éclair, du capitalisme d'État. Donc, qu'est-ce qui vous a poussé à accorder si précocement une importance telle aux enjeux d'écologie politique? Et pensez-vous qu'il y a une prise de conscience collective en Chine, ou ne serait-ce qu'une conscience déjà, de ces enjeux écologiques, chez les plus jeunes notamment? Well, you can say pollution happens anywhere in the world, right? But in China, I think it happened for a specific reason for quite a number of years. The priority is to develop economy as fast as possible and at whatever expense. So this become really bad in China. And it's also the government policy, controlled development. I have another book. It's about air pollution. Now, Dongtai Lake is about water pollution, right? I have another book about air pollution in China. I was going back during that period back to Beijing. I do my research, and every time I was there, I had something like terrible flu, coughing. It's just, the air quality is so bad. And it's also just a coincidence. About 3 or 4 days ago, I got an email from a German producer. She was with me visiting Tai Lake. It's a real Tai Lake. At that time, even though it's badly polluted, but I asked him, how about the Tai Lake now? Because she's in China right now. How about the Tai Lake now? She said, I don't know how to say it. Like in the past, when we visit, the Tai Lake for the book, it was possible and encouraged for people to row the boat in the lake. Now that is forbidden. Don't know why. Even rowing a boat is forbidden. And we visited an island, in the lake. And that lake was also forbidden to step on it. I don't know how to explain that, but that's what she told me just 3 or 4 days ago.
Oui, alors, alors la pollution, il faut savoir qu'on la retrouve partout dans le monde entier, mais en Chine, je pense que la pollution a lieu pour des raisons très spécifiques, et les raisons, c'est que la priorité, c'est le développement économique le plus rapidement possible à tout prix, et forcément, c'est très mauvais pour la Chine, et donc la politique du gouvernement, bien sûr, contrôle tout ça. J'ai écrit un autre livre, parce que Thailex, c'est par rapport à la pollution de l'eau, j'ai écrit un autre livre également sur la pollution de l'air. Il faut savoir que j'ai dû retourner à Pékin pour faire de la recherche, et là-bas, à chaque fois que j'étais là-bas, j'avais des problèmes de toux, de grumes, etc., liés à la qualité de l'air qui est absolument horrible. Et il y a quelques jours, quelques jours plus tard, j'ai un collègue, un producteur allemand qui m'a écrit, qui m'a envoyé un mail. On était allés ensemble au lac Thai Lake, et donc au lac Thai, pardon, et je lui ai demandé, je lui ai dit, mais comment c'est? Et il me dit, écoute, je sais pas quoi te dire. Avant, on pouvait aller faire la barque, enfin je trouve plus les mots. Ramer, voilà, merci, en bateau. Maintenant, c'est interdit. On ne sait pas pourquoi. Il y avait une petite île également sur laquelle on pouvait se rendre, une petite île sur le lac. Maintenant, c'est interdit, même chose. On ne sait pas pourquoi. Alors en effet, le roman de 2019, traduit en français, s'appelle « Chine, retiens ton souffle ». Hold your breath. Et donc, alors donc vous racontez quelque part que à Shanghai, bon, on respire pas toujours très bien, mais que à Pékin c'est bien pire, et que donc souvent les dignitaires du Parti communiste chinois qui veulent respirer un peu mieux et prendre reprendre leur souffle, font un petit voyage à Shanghai. That is true. Yeah. Beijing could be much worse. Like every time I go out, the sandstorm, I have to wash my hair because a full basin of the sand in my hair. À Pékin, c'est pire. À chaque fois que j'y vais, en fait, il y a comme un nuage de sable, et à chaque fois, je dois me relaver les cheveux parce que j'ai plein de sable qui dans mes cheveux, quoi. Alors, je crois qu'il y a une petite question, une dernière question sur un grand personnage, Confucius. Je voudrais simplement en poser une petite entre les deux, parce que dans votre roman Dragon bleu, tigre blanc, vous évoquez l'affaire Bo Xilai. Alors vous avez dit à plusieurs reprises qu'en Chine, la réalité dépasse la fiction, et notamment que dans l'affaire Bo Xilai, l'histoire de ce dignitaire qui dirigeait la ville de Chongqing, une ville tentaculaire de 30 millions d'habitants dans le centre de la Chine. Cet homme, un rival de Xi Jinping à ses débuts, faisant partie de l'élite rouge. Cet homme donc a défrayé la chronique. Il est aujourd'hui en prison. Il y a dans l'histoire de Bo Xilai quelque chose d'absolument inouï. C'est l'histoire de ce commissaire qui travaillait pour lui dans cette ville, et qui a fini par s'enfuir et se réfugier dans le consulat des États-Unis à Chongqing. Alors il se trouve, donc c'est une affaire extrêmement obscure où s'étale à la fois la corruption et tous les mystères du pouvoir en Chine. Il se trouve que vous avez bien connu Bo Xilai, puisque vous avez, je crois, à peu près le même âge, et que vous avez dû le fréquenter lorsque vous étiez jeune. Et vous racontez quelque part que lors d'un match de ping-pong, il vous avait volé votre raquette de ping-pong, et ne vous l'a jamais rendue. Voilà. Alors j'aimerais que vous peut-être nous reveniez sur cette anecdote qui en même en dit long sur les méthodes du pouvoir, et puis sur ce personnage aussi. Yeah, Bo Xilai and I were schoolmates in the Chinese Academy of Social Sciences. I did not know him well, except maybe once, twice, we played ping pong together. And what I remember about him was he liked my ping pong bat. Okay, and he said, "Okay, I want to borrow it." I said, "That's fine," but he never returned it. Maybe it's my ignorant. Maybe it's just in my imagination.
because people like Bo Xilai and Xi Jinping, they were called Red Princes. Okay, they Red Princes. So their parents were high-ranking party officials. So they seem to take things for granted. What is yours is mine, right? So they forget about it. Maybe it's not that fair to say that about him just for the ping pong. But I would say it's kind of mentality among people like them. Like, in ancient China's most well-known verse, Book of Songs, there's two famous lines. Every man is emperor's man. So every man is? Every man is emperor's man. Every land is emperor's land. 普天之下皆是皇城. So it's really kind of common mentality among some Chinese people, especially when they are in a high position. Now, just maybe one more. And just ironically, Bo Xilai was quite unpopular when he fell down. But nowadays, because he was once a rival of Xi Jinping, now the current party boss, some people even said, well, if Bo Xilai did not fall down, China may be bad than Xi Jinping. Alors, oui, alors, donc, voilà, moi, je l'ai pas, en fait, cette personne, donc, on était camarades de classe, en fait, quand on était à l'Académie de Sciences Sociales. Moi, je l'ai pas très bien connu, sauf à part qu'on jouait au ping-pong de temps en temps. Et donc, il faut savoir, effectivement, qu'il m'a emprunté ma raquette de ping-pong, qu'il me l'a jamais rendue. Mais il faut savoir que c'est des gens comme lui, un peu comme Xi Jinping, pardon, ce sont des gens qui sont considérés comme des princes rouges, un petit peu, avec des parents, donc, issus de haut milieu d'officiels. Et pour eux, tout allait, enfin, ils prenaient les choses comme acquises, quoi. S'ils gardaient ma raquette, bah oui, c'était normal. Enfin, la question se posait pas de me la rendre. C'est la mentalité vraiment qui animait ces personnes. Où on retrouve un peu, d'ailleurs, ça se reflète dans cette citation qu'on retrouve dans de la très célèbre de la Chine ancienne, où on dit chaque homme est un empereur et chaque terre est comme un empereur. Et c'est un peu la mentalité qu'on retrouve chez ces hauts officiels chinois. Et il faut savoir que quand même cet homme, il était quand même assez impopulaire à sa chute. Donc c'est un ancien rival de Xi Jinping. Après, j'ai pas entendu le nom en chinois. Je suis désolée. Bo Xilai. Bo Xilai. Alors, Baptiste, à toi la dernière question de cet entretien. Tout à fait. Je ne pense pas qu'on a le temps pour réagir sur Bo Xilai, justement. Si tu veux, tu as une question sur Bo Xilai ? Oui, parce que justement, je comptais en parler. Pose-la. C'est assez intéressant d'avoir évoqué le sujet. Vous dites justement qu'aujourd'hui, il est apprécié ou qu'il y a un regain de popularité, notamment à Chongqing, parce que c'était dans les faits un rival de Xi Jinping. Et donc, on se dit, effectivement, la Chine aurait été peut-être dans une situation plus ouverte, plus libre s'il avait été au pouvoir. Alors qu'en fait, je voudrais votre point de vue là-dessus, mais c'était même pire que Xi Jinping, qui était à l'époque considéré comme un libéral. Bo Xilai, c'était le retour des chants rouges, notamment des entreprises, où on faisait chanter les ouvriers des chants maoïstes sur Chairman Mao, et c'était toute la violence de la politique chinoise, le retour aux racines communistes, précisément. Donc ça aurait probablement été pire avec Bo Xilai, et finalement Xi Jinping est juste devenu plus radical, plus ferme, alors qu'il était au départ libéral plutôt. Xi Jinping more liberal person? More liberal initially, yeah. Well, initially at the start. Yeah, maybe some people thought so initially. I think it was because Xi Jinping's father was a liberal one, and was also very high
ranking party official. And then nowadays we have a joke. Xi Jinping is not Xi Zhongxun's son. Xi Zhongxun is his father name, Xi Zhongxun. Is not his son. He's Chairman Mao's son. So he's more like Mao, you know. Left, you know, extreme, more like him. So yes, at the beginning, people, in the beginning, it could be the reason, you know, he was put into number one position. Because people thought his father was a nice man, right? You could be nice, but no, it's turned out to be totally different. And also, I just give you a few nicknames for Xi Jinping, very popular on Chinese internet. One is pighead. Big head? Pighead. Big head? Pighead. Big head. Tête de cochon? Oh, pig head. Pighead, no pork head. Just means he's very stupid. Okay. In Chinese, pighead means very stupid. You cannot think like a man. You can only think like a pig. So for a while, pighead become a sensitive word for online posting. If anybody put pighead into that, maybe totally irrelevant, right? But no, that post will be removed down. This itself shows how pighead he is. Alors, oui, peut-être qu'au début, les gens pensaient ça parce que son père était plutôt un libéral. Mais maintenant, on a tendance un peu à faire la blague en disant que Xi Jinping, c'est pas le fils de son père, c'est plutôt quelque part le fils de Mao parce qu'il est vraiment différent. Et je pense que la raison pour laquelle il était un peu numéro un au début était apprécié parce qu'on s'est dit, oh, son père était plutôt quelqu'un de sympathique, libéral, donc ça a fonctionné. Mais en fait, il s'est avéré qu'il est complètement différent. Et là, je peux vous donner par exemple des surnoms qu'on a de Xi Jinping, qu'on l'appelle pighead, donc tête de cochon. Un cochon, c'est considéré de penser comme un cochon, c'est vraiment d'être très très stupide en chinois. Donc du coup, le mot tête de cochon en ligne, si vous tapiez tête de cochon sur Internet, c'est considéré comme un terme sensible à surveiller en Chine. Voilà, à cause de ça. Donc ça vous montre aussi, là encore, la bêtise du bonhomme. Another too sensitive word for Xi Jinping online is he once boasted he could, carry 200 kilos without making a stop. Without stopping. But then the netizens, began question, 200 kilos is quite a lot. You can all the way without making stop? How that's possible, right? So now they just call him 200 kilos. Then if you mention that word, again, the post will be deleted. 200 kilos. Yeah. Il y a un autre mot. It's quite a lot, right? Quite heavy. Yeah. Il y a un autre mot sensible aussi, c'est qu'un jour, il a dit qu'il pouvait porter 200 kilos sans s'arrêter. Donc ça paraît complètement impossible pour porter 200 kilos sans s'arrêter, c'est juste insensé. Donc du coup, les gens ont commencé à l'appeler 200 kilos. Donc après, forcément, quand il y a le mot 200 kilos qui est écrit sur Internet, vous écrivez 200 kilos sur un forum, le mot est sensible, enfin le terme est sensible et il est censuré. En revanche, si vous dites que Xi Jinping est l'artisan du bonheur chinois, là, tout va bien. C'est comme ça qu'on l'appelle, l'artisan du bonheur chinois. Oh yeah. If you say that, definitely, okay. You might even be encouraged to go on, say another post. Bon, on sait ce qu'il faut dire. Alors, dernière question. Oui, dernière question.
Alors ça concerne le confucianisme, parce que dans justement votre livre Dragon Ball Tigre Blanc, concernant en grande partie Bosilai, vous faites très fortement référence au confucianisme, jusqu'à même le présenter comme une alternative au système communiste. D'ailleurs, le père de l'inspecteur Chen, c'était un universitaire néo-confucianiste. Il y a eu un mouvement néo-confucianiste en Chine dans les années 70-80 extrêmement fort. Et donc, qu'est-ce que vous pensez du retour en grâce des références confucianistes au sein du parti, ou même Xi Jinping se met à faire référence au confucianisme? Donc, quelle est votre opinion sur ces enjeux de philosophie politique? Donc Confucius, la vieille sagesse chinoise. Tout à fait. Opposé donc au légisme, qui serait plus une référence communiste. Voilà, comme confucianisme, c'est plus dans la tradition culturelle chinoise. For me personally, Confucianism is really about an ethical system for Chinese people, right? What you should do, what you should not do, right? It's not really philosophy. It's more about the ethics, you know. And okay. Pour moi, donc, le confucianisme, pour la culture chinoise, c'est vraiment sur ce que vous devriez faire et pas faire. C'est quelque chose qui a plus trait à l'éthique, mais ça n'a rien à voir avec la philosophie. And in Mao's time, especially during the Cultural Revolution, Confucianism was harshly criticized or even denounced. And the Confucius temple was destroyed, literally destroyed, like knocked down or something. Je crois que les gardes rouges avaient détruit la maison de Confucius à Pékin, il me semble, non? Yes, exactly. Like his old home. They destroyed. But I think, the generation after Mao, especially like Deng Xiaoping, like Jiang Zemin, they realized this could be an alternative theory to hold Chinese people together, whether this is true philosophy or not, right? What among Confucius' most important principle is actually when the emperor wanted to die, you have to die. So they use that to propaganda about, listen to the government, okay, under whatever situation. Sometimes, even Confucius could not be set right, but okay, you have no choice. You have to listen to it. So it's for consolidation of their communist system. Oui. Donc il faut savoir que pendant la période de Mao, en fait, pendant la révolution culturelle, le confucianisme était d'ailleurs quand même critiqué, voire dénoncé. Il y a certains temples qui ont été même de Confucius qui ont été détruits. Et pour la génération after Mao, d'après Mao, ils ont réalisé que ça pouvait quand même être une forme d'alternative pour tenir le peuple chinois. Et on s'en fiche que ce soit une philosophie ou pas. Eux, c'était surtout ça qu'ils avaient en tête. Et donc c'est devenu donc les principes les plus importants du confucianisme. Il faut savoir, c'est quand l'empereur vous souhaitera mourir, vous devez quelque part disparaître. Donc c'est une façon en fait d'utiliser la propagande pour vous inciter à suivre, écouter le gouvernement, et que vous n'avez de toute façon pas le choix. And during the last 10 years, more and more Chinese people become totally disillusioned with communist discourse and or ideology. So they think at least they can use, the party officials believe they can use Confucianism to fill some
of the void, right? Yeah, we are Chinese, we have Confucianism, so we should be together, work together, something like that. Oui, et au cours des 10 dernières années, c'est vraiment que une grande partie du peuple chinois a complètement perdu espoir dans le Parti communiste. Et donc, le Parti communiste utilise le confucianisme pour vraiment manipuler le peuple pour quelque part remplir un peu un vide et dire, voilà, compenser les choses, dire, voilà, on a ça, c'est ça qui nous maintient. But the party officials believe in Confucianism? No. Definitely not. They don't believe it. Just like, hey, lip service to it. Mais les officiels du parti, c'est clair qu'en fait, ils ne croient pas du tout dans le confucianisme. Pardon, j'arrive plus. Mais dans le pouvoir absolu. Eh bien, nous arrivons au terme de cette rencontre. Donc, alors, merci beaucoup à notre invité. Merci infiniment. Merci aux étudiants. Merci à notre interprète qui a eu la partie difficile, mais voilà, qui s'en est magnifiquement tiré. Voilà, et puis merci à vous tous. Je crois qu'il me semble qu'il y a une table à la sortie avec quelques livres de Zhu Xiaolong. Donc, je vous encourage vivement, évidemment, à vous les procurer. Sinon, je crois que chez Mola, vous en trouverez, puisque Mola donc est responsable de l'installation de ces livres. Et puis, donc, je vous rappelle, comme je l'ai dit au début, que si vous voulez donc vous rendre à lire en poche, peut-être certains d'entre vous le feront, vous pourrez retrouver donc Zhu Xiaolong donc vendredi au Café littéraire à 15h et samedi donc à 10h30 le matin donc au Théâtre des 4 Saisons à Gradignan, donc pour une nouvelle rencontre autour de la Chine, un autre regard sur la Chine, ou peut-être donc il pourra développer certains des points qu'il a abordés aujourd'hui. Un grand merci à vous tous et donc à vous revoir sur de prochaines rencontres. Bonne soirée à tous.